Bonjour, colonel Étienne Sesma. Bonjour. Vous êtes le premier directeur de l'enquête sur l'affaire Grégory. C'était il y a 40 ans. Et cette affaire ne cesse de hanter l'histoire judiciaire et le visage de ce petit enfant de 4 ans à peine passé, découvert dans les eaux de la Vologne. C'était donc le 16 octobre 1984. Vous étiez présent. Vous vous souvenez, comme si c'était hier, lorsque vous avez été appelé, lorsque vous allez découvrir le corps de ce petit garçon. Oui, absolument. Tout cela est toujours très très fort dans ma mémoire. Je me rappelle parfaitement du moment où on m'a appelé pour me dire qu'un enfant avait disparu dans la vallée de la Vologne, du côté de Bruyères, de l'Épange, quand je me suis porté là-bas. Et qu'en arrivant vers 20h30, au bout de quelques minutes, une demi-heure à peu près, eh bien, on nous annonçait qu'on avait retrouvé Grégory. J'ai pensé un moment que l'histoire allait s'arrêter là, parce qu'on n'imagine pas qu'un enfant puisse, comme ça, être enlevé et être assassiné. Et pourtant, c'était le cas. Oui. Et Vous dites minutes... à ce moment-là, on va très vite découvrir. Oui, on n'imagine pas le pire, on n'imagine pas. On se dit, bon, ben, un enfant a disparu, il y a une histoire de famille derrière, mais le pire n'est pas possible. Oui. Et pourtant, c'est le pire qui se produisait. Donc à côté d'une petite place, vous arrivez, vous entendez les pompiers qui sont en train de sortir le corps. C'est vous qui dites sortez le corps. En fait, on m'attend pour qu'on sorte le corps. Moi, j'arrive et je constate que cette scène, cette situation, ce lieu n'est pas une scène de crime. C'est pas cet endroit-là que le corps a pu être jeté à l'eau, puisqu'il se trouve au milieu de la retenue d'eau. Donc je demande que le corps soit retiré, parce que ça n'apporte rien de le laisser davantage dans l'eau. Oui, et vous voyez à ce moment-là le visage de ce petit garçon, ça vous bouleverse. Vous voyez qu'il a un regard apaisé, visage apaisé. Moi, ce qui me bouleverse, c'est quand on le découvre et qu'on l'amène dans le local des pompiers, on découvre qu'il est attaché, qu'il a une corde qui lui enserre le bas des jambes, les poignets qui tournent autour de la tête. Et on a l'impression, il a son bonnet qui est baissé sur le visage. Quand on relève ce bonnet, on a l'impression qu'il dort. Il n'a pas de traces de coups, il a l'air apaisé. Mais moi, tout de suite, j'ai le sentiment que cet enfant, il est sacrifié. Et vraiment, j'ai l'image d'un enfant qu'on sacrifie sur un autel. Et c'est effectivement ce qui se passe. L'autel de la haine, vous dites. Il est sacrifié à la haine, à la jalousie qu'on voit son... Oui. Il est sacrifié à la haine, à la jalousie qu'on voit son père. Oui. C'est lorsque vous découvrez qu'il est né le même jour que vous sentez quelque chose vis-à-vis de ce Oui, petit ça corps. c'est une petite anecdote qui arrive le lendemain, lors de l'autopsie, qu'on fait l'état civil de la victime, et puis je découvre qu'effectivement, il est né le même jour que moi, le 24 août. Oui, donc l'enquête évidemment est lancée dans l'entourage. Vous rencontrez à ce moment-là les parents, Christine et Jean-Marie Villemain, et vous sentez tout le désespoir, notamment évidemment du père. Oui, c'est quelque chose dont on a évidemment conscience, hein, le désespoir des parents qui ont perdu leur enfant unique dans ces conditions-là. Pour autant, il faut que nous, on fasse notre travail, c'est-à-dire mener nos investigations. On les fait de deux façons. D'abord, en ciblant cette activité, ces problèmes intrafamiliaux, parce qu'on a très vite connaissance du fait qu'il y a une histoire dans la famille, qu'il y a eu un ou des corbeaux qui ont semé la zizanie pendant des années. Des milliers de coups de fil. Oui, c'est une histoire de dingue. Oui. Où on lui envoie les pompes funèbres chez les parents de Jean-Marie, famille nombreuse, les parents. Enfin, vous découvrez tout ça. On découvre qu'il y a une activité de corbeaux qui a vraiment ciblé la famille Villemain à Aumonzé, avec des centaines d'appels téléphoniques à l'intérieur de la famille et aussi à l'extérieur, toujours pour embêter la famille Villemain. Mais on découvre aussi à côté de ça, on le voit surtout avec les lettres que l'on découvre un peu plus tard, des lettres qui ont suivi les appels téléphoniques et qui ont été écrites et envoyées au début de l'année 83. En mars, avril et mai 83, on découvre là qu'il y a quelque chose qui est diffère, c'est-à-dire qu'à côté des activités qui ciblent la famille, eh bien, il y a une personne qui concentre toute la haine des corbeaux, toute leur jalousie, c'est Jean-Marie Villemain. Oui, oui. Le chef. Oui. C'est-à-dire un jeune qui a réussi à devenir contremaître par le mérite, sans passer d'examen, et qui, par sa personnalité, a été remarqué par ses employeurs qui lui donnent des responsabilités et le nomment contremaître. Oui. Cette nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la famille. On est dans une famille, dans un milieu ouvrier qui est très, très simple. Et le fait que l'un d'eux, si jeune, devienne un contremaître,
devienne un chef, ça a été une véritable révolution. Et il a focalisé à ce moment-là toutes les jalousies qu'on pouvait avoir à l'égard de ce statut. Alors, ce qui est fou, c'est que on va découvrir que l'assassin supposé, l'homme à la voix rauque dans les appels, va téléphoner le jour même de la mort de Grégory pour prévenir de ce qu'il vient de faire et va même envoyer un courrier à la poste du village en signant et en expliquant son acte. Oui, très tôt, dès le lendemain matin, on prend connaissance de deux choses. C'est qu'un courrier a été écrit et posté à l'épange, dans le village même où a été enlevé l'enfant. On découvre cette lettre le lendemain. Cette lettre, c'est la clé de voûte de l'affaire Grégory. Elle dit clairement le mobile. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Tout est dedans. Oui. Et cette lettre, elle est essentielle parce que, premièrement, donc elle nous donne le mobile. Deuxièmement, elle nous raccroche au passé. On se rend compte qu'en fait, l'enlèvement et l'assassinat de Grégory s'inscrivent dans le prolongement des activités du Corbeau qui a commencé à agir dans les années 81, donc 3 ans avant. Et ensuite, c'est une lettre qui est manuscrite, donc qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est une lettre, enfin, qui montre que l'intéressé a éprouvé le besoin irrépressible de revendiquer son geste, à la fois donc avec cette lettre et avec ce coup de téléphone dont on avait connaissance la veille. On voit que ce faisant, les personnes prennent des risques énormes, laissent des indices derrière eux, et tout ça se déroule dans un créneau de temps très très court, parce que très vite aussi, on a, avec un témoin qui se manifeste dès le lendemain, Madame Guyot, on a la certitude que Grégory était dans l'eau à 17h45. Oui. Donc on se rend compte que dans ce créneau de temps très court, entre 17h05 et 17h45, que tout s'est passé. Donc de façon très précipitée, en suivant un scénario qui était bien prévu à l'avance, mais en laissant des traces, en laissant des indices, en prenant des risques insensés, mais en le faisant malgré tout. Mais c'est très curieux tout ça au fond. On se dit, pourquoi pourquoi laisser des indices? Pourquoi signer de cette façon-là? Ça pose forcément la question du levier psychopathologique de l'affaire. Déjà, tuer un enfant en soi, c'est pas un geste rationnel. Mais là, on se rend compte que dans cette histoire, on est face à une espèce de comportement impulsif, dans une pulsion meurtrière, dans une fuite en avant meurtrière, incontrôlée. En laissant donc tout ça, la personne qui se comporte ainsi ne se contrôle pas. Oui. Donc on voit que la folie, il faut mettre un nom sur cette folie, est forcément le levier de cet assassinat. Il n'y a pas d'autre raison. Donc c'est un élément psychologique important pour trouver l'auteur. Mais c'est vrai, la maman, Christine, est en train de repasser, les volets sont fermés, elle est rentrée du travail, elle écoute la radio et son enfant joue dehors sur un tas de gravier. Et là, la personne qui va l'enlever peut être vue, à tout instant. Je veux dire, c'est une prise de risque énorme, incompréhensible. Une prise de risque énorme. Ça n'est pas préparé. L'enfant est enlevé en plein jour. Nous, on voit que c'est un meurtre d'opportunité, un enlèvement d'opportunité. Il y a deux choses qu'il faut bien souligner pour comprendre les faits de cette époque. C'est que, premièrement, l'assassinat de Grégory ne peut pas avoir été programmé la veille, 1 heure avant, ou même 5 minutes avant. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Et deuxièmement, il n'y a pas de téléphone portable. Oui. Deuxièmement, il n'y a pas de téléphone portable. On ne peut pas se coordonner en direct à plusieurs personnes dans un créneau de temps aussi court. Donc, moi, si vous voulez, cette analyse des faits, qui, à mon avis, s'impose à nous, parce qu'on ne les invente pas, ils sont bien là. Cette lettre, ce coup de téléphone, on n'a pas l'enregistrement du coup de téléphone. Mais on ne peut pas douter qu'il ait été donné. On ne peut pas le douter. Parce que c'est Michel Villemain, à 17h35, qui alerte tout le monde. Comment pourrait-il avoir eu connaissance du fait que Grégory venait d'être enlevé? C'est impossible. Donc il y a bien un coup de téléphone qui lui a été donné et qui lui donne l'alerte. Donc on a bien cette lettre, ce coup de téléphone, l'endroit où Grégory a été jeté dans la Vologne, tout ça dans ce créneau de temps que l'on connaît, tout ça nous montre que, très certainement, à mes yeux, la personne qui a enlevé Grégory, quelle qu'elle soit, est très certainement celle aussi qui l'a tué.
Oui. Alors, ce faisant, je m'inscris un petit peu en porte-à-faux avec comment dire, les pistes actuelles qui travaillent sur les complicités. Moi, je le souhaiterais. Je sais que les complicités, elles sont intellectuellement attrayantes parce qu'on sait qu'il y a plusieurs corbeaux qui ont agi dans les années 82-83. Donc, on pourrait trouver une certaine logique à ce qu'ils soient ensemble passés à l'acte. Mais il y a une certaine incompatibilité quand même. Oui. Comment imaginer que ces corbeaux qui, pendant 3 ans, ont réussi à semer la zizanie par des centaines de coups de téléphone, par ces lettres, sans jamais avoir été suspectés, ni avoir été donc découverts, donc en prenant extrêmement de précautions, en étant très prudents, en étant très mesurés dans leur action, comment ces gens-là en arriveraient à déboucher, à dérouler un scénario aussi aléatoire? Oui, mais en même temps, les corbeaux, les voix, on entendait une voix de femme. Il y avait une voix d'homme, la voix rock, je le disais, mais peut-être plus. Même, on a même pensé à un moment, peut-être 2 voix d'hommes. Oui, mais alors il faut bien différencier 2 choses. Il y a les activités du corbeau, certes, mais à côté de ça, il y a le meurtre de Grégory. On se rend compte qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Les enjeux sont totalement différents. Jouer des corbeaux à plusieurs, passer des coups de téléphone, s'écrire, ça passe, c'est pas quelque chose qui est extrêmement grave. Oui. Mais là, on passe dans l'assassinat de sang-froid d'un enfant de 4 ans. Oui. Comprenez les enjeux, le registre est différent. Qui va être empoisonné, tué et jeté dans l'eau encore vivant. On sait qu'il est inconscient, mais vivant quand il est jeté dans l'eau, c'est sûr. Comment il a été rendu inconscient? On a retrouvé une seringue d'insuline. Est-ce que ça a été utilisé? Il y avait des membres de la famille qui utilisaient, qui avaient de l'insuline. Dans la famille qui était diabétique et qui utilisait de l'insuline. Et l'infirmière nous a confirmé que cette seringue pouvait être compatible avec celle qui était utilisée dans la famille, oui. Oui, donc il faut quand même il y a assassiner. des éléments. On voit le visage de ce petit garçon. Il faut avoir quand même une haine. Alors, imaginez que plusieurs personnes aient pu s'entendre pour commettre ce crime sans que, 40 ans après, personne n'ait pu dire la vérité. Ça paraît fou. Ben oui, ça paraît fou si on imagine les complicités. Mais encore une fois, quand on regarde bien ces faits, quand on analyse notamment le levier psychopathologique du crime, sur lequel il faut mettre un nom, c'est pas la jalousie, c'est plus que ça, c'est l'envie. L'envie, c'est un sentiment qui est très très fort. C'est un levier d'agressivité et de haine qui est extrême. Quand vous en discutez avec des psychiatres, ils vous diront que c'est un sentiment intériorisé, très personnalisé, que l'on ne dévoile jamais et qui est un véritable, une véritable peste dans la tête de la personne qui en souffre, qui en est malade. Et il y a un moment, il y a une pression qui est telle qu'il faut un geste libératoire pour l'évacuer, cette pression. C'est ce qui s'est passé. Oui. Mais alors, il y a un personnage qui va apparaître, c'est Muriel Boll. Elle va témoigner, et c'est un témoignage qui va faire basculer finalement l'affaire. Elle va révéler que, d'abord, elle va mentir dans un premier temps sur une histoire de bus qu'elle n'a pas pris, et elle va révéler qu'en fait, elle était avec un monsieur qui s'appelle Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, en voiture, ce jour-là. Alors, pour être plus précis, c'est pas elle qui fait basculer l'affaire. C'est pas elle qui nous donne le nom de Bernard Laroche. Ce sont les experts en écriture avec lesquels on travaille. On travaille depuis une dizaine de jours avec une personne qui s'appelle Madame Jacques Keller, qui est experte en écriture à Strasbourg, dont la réputation est connue pour être la meilleure experte en écriture à l'époque en France. Elle travaillait avec des Suisses, les Allemands. C'est avec elle qu'on travaille. On lui apporte tous les jours les dictées des personnes que l'on a entendues. Et là, elle dispose de toutes les lettres du corbeau, des lettres authentiques, et tous les jours, elle compare. Et c'est elle qui, un jour, nous appelle en nous disant « Je crois qu'on a identifié l'auteur des lettres ». Alors, de qui il s'agit? C'est une personne qui s'appelle Bernard Laroche. C'est elle qui... Elle n'en est pas sûre à 100% non plus. Alors, elle est catégorique dans son travail. Et après, son travail est confirmé par une autre expertise. C'est sûr qu'après, il y aura d'autres contre-expertises qui vont dire le contraire et tout. Mais elle, quand elle travaille, elle est exempte de toute pression. C'est vraiment elle qui nous donne le nom. Et alors, il y a même sur la dernière lettre de revendication du crime, celle-là qui dit, voilà, j'ai tué... On trouve un foulage. C'est-à-dire qu'au fond, la personne a pu écrire sur plusieurs enveloppes, sur un bloc,
de papier Mhm. et qu'on retrouve finalement la marque des cris précédents, Oui, c'est avec ça. peut-être la signature de l'auteur. C'est ça, on retrouve en foulage un L et un B qui correspondent à la signature de Bernard Laroche. Ça a été vu, ça a été pris en photo même par des Allemands à l'époque. Le problème, c'est que le support a été abîmé. Il a été, badigeonné de poudre noire par nos techniciens qui étaient insuffisamment formés à l'époque pour essayer de trouver des empreintes digitales. Et on a du mal donc à révéler ce foulage. Pourtant, les Allemands ont travaillé là-dessus. Ils ont réussi à le révéler. Il y a eu des photos qui ont été prises, mais ces photos ont disparu dans la procédure en 1986. Oui. Je ne sais pas dans quelles circonstances elles ont disparu. Mais c'est vrai que ce foulage, qui aurait pu être un des éléments clés pour avancer dans l'identification du corbeau meurtrier, eh bien, n'était plus vraiment exploitable. Mais vous allez faire une perquisition au domicile de Bernard Laroche. Oui, bien sûr. Et là, vous n'allez rien trouver de probant, si ce n'est, écoutez ça, écoutez cette... Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Cette chanson-là, c'est une chanson, c'est le premier message du corbeau, un message par téléphone. On entend cette chanson. Chef, un petit verre, on a soif. Chef. Et on l'entend en fond, derrière la voix du corbeau qui va donc être l'assassin du petit Grégory. Et lorsque vous allez chez Bernard Laroche, vous allez découvrir une cassette. Et il y a, sur cette cassette, ça. Cette chanson. Ouais. Il n'y avait pas de courant d'air. Et ça, ça vous dites, c'est un élément de déterminant, mais on a retrouvé également une longue vue, il y a plusieurs indices qui nous permettaient de resserrer un peu nos investigations sur lui. Mais pour autant, moi je regrette que ces perquisitions, on les fait trop rapidement. Ouais. On l'a fait de façon un peu hâtive. On avait le sentiment qu'on n'en avait pas besoin parce qu'on avait suffisamment d'éléments à côté de ça entre les expertises en écriture, le témoignage de Muriel, recoupé par des dizaines d'autres personnes. Et tout ça nous permettait vraiment d'avoir un dossier solide contre lui. Ajouter à ça le fait que, premièrement, il avait le profil de la personne qu'on cherchait et deuxièmement, il n'avait pas de mobile. C'est ça qui nous amène un peu à lui, c'est tout ce faisceau d'indices, d'éléments qui nous amène donc après les confirmations des déclarations de Muriel, le 5 novembre 1984, à le présenter devant le juge d'instruction qui va l'inculper et l'incarcérer. Oui, on a le sentiment à ce moment-là que notre enquête est bouclée. C'est ça, ce que vous appelez la première affaire Grégory dans votre livre publié aux Presses de la Cité, qui est un livre absolument incroyable sur cette affaire formidable. Et c'est vrai, le sentiment que là, alors Muriel raconte tout dans le détail. Elle est avec lui, elle voit un petit garçon, elle ne connaît pas Grégory, mais après elle va le reconnaître. Et elle raconte qu'elle a attendu dans la voiture et que Laroche est revenu sans personne. C'est ça. Alors, elle ne raconte pas tout de manière détaillée. Par exemple, elle ne nous dit pas j'ai vu Bernard prendre un papier à lettres, écrire quelque chose. Elle ne nous dit pas je l'ai vu sortir une bobine de cordelette du vide-poche. Elle ne dit pas ça. Elle nous raconte certaines choses. Elle nous dit qu'elle était avec lui, qu'il est venu la chercher à la sortie du collège et qu'ensemble ils sont partis dans un village. Il s'est un moment arrêté. Il est descendu, il est revenu avec un petit garçon qu'elle a reconnu comme étant Grégory. Ils sont repartis. Il s'est arrêté une première fois, une deuxième fois. Ensuite, il est sorti avec lui et quelques minutes après, il est revenu dans sa voiture seul et ils sont repartis. Voilà ce qu'elle nous dit. Elle ne sort pas de la voiture. Elle n'assiste pas au meurtre en lui-même. Elle nous dit simplement j'étais avec lui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si elle s'est rétractée... Oui, elle va se rétracter parce que le juge Lambert, le fameux petit juge, que vous allez... évidemment raconter un peu la manière un peu fantaisiste, on va dire, pour être poli, la manière dont il va gérer cette affaire. Il va pas vouloir l'entendre tout de suite. Il est en voyage en Algérie, il veut faire un trekking, et puis c'est la Toussaint, etc. Il remet toujours au lendemain. Oui, c'est vrai. Vous savez, l'affaire Grégory... Objectivement, je ne veux pas accabler quelqu'un qui est mort, parce qu'il s'est suicidé de manière dramatique en 2017, on le sait, Jean-Michel Lambert. Mais l'affaire Grégory, c'est un peu, voire même beaucoup, l'affaire Lambert.
Je pense que si on n'avait pas eu la malchance de tomber sur ce juge d'instruction, eh bien, on n'en parlerait plus de l'affaire Grégory aujourd'hui. Ça me semble évident. Il a fait énormément d'erreurs qu'il a commises, mais qu'il a mises sur notre dos, qu'il n'a pas assumé. Il a fait énormément d'erreurs et c'est ce qui a permis après, c'est ce qui a conduit après la justice à cette dérive qu'on a constatée dans les années 85-86, où après le sur-assassinat, c'est-à-dire la mort de Bernard Laroche, eh bien, on se rend compte que toute l'instruction est faite pour accabler Christine Villemin. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est aussi une autre Ce sont des rebondissements fous. Alors, la femme de Bernard Laroche va, à un moment donné, spontanément vous téléphoner d'une cabine téléphonique. Elle va venir vous voir, vous raconter des choses alors que vous ne lui demandez pas. Donc, ça déjà paraît étonnant. C'est une des rares personnes qui s'est manifestée, effectivement, d'elle-même, pour nous dire qu'elle avait des choses à nous dire. Oui. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a à dire sur son mari ? Pas grand-chose. Elle nous raconte des choses sur d'autres personnes de la famille qui, à ce moment-là, étaient plus ou moins suspectées, mais elle n'apporte rien de déterminant. Oui, mais alors, évidemment, il y a Laroche qui est là, et puis il y a une meute de journalistes qui arrivent, qui s'emparent de cette affaire. Ils vont même parfois vous accuser, vous, d'avoir maltraité Muriel dans son témoignage. Bon, vous allez répondre à toutes ces accusations. Vous dites c'est totalement faux, tout s'est passé normalement. Et puis, il va y avoir, vous venez d'y faire allusion, la vengeance de Jean-Marie Villemin qui va tenter d'abord d'abattre une première fois avec un autre journaliste, Jean Kerr, qui va leur dissuader, et puis finalement va passer à l'acte une deuxième fois, alors que même le juge Lambert avait pu être prévenu de ça, n'avait pas pris ça au sérieux, personne n'avait pris ça au sérieux. C'est vrai. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après, on se retrouve dans cette difficulté, dans cette impasse. La justice, elle se trouve embêtée parce que la personne qu'elle désigne comme étant le personnage central de cette affaire, la personne qui a enlevé Grégory, cette personne est décédée. Donc, comme l'action publique est éteinte à son encontre, la justice se retrouve obligée d'imaginer des complicités pour continuer d'avancer. Sinon, elle arrête là. Oui. Tout le problème de l'affaire Grégory, si on en parle encore 40 ans plus tard, c'est la mort de Bernard Laroche qui en est la cause. Oui, mais vous dites, colonel, c'est la même personne qui a enlevé et finalement tué Grégory, une seule et même personne, c'est ça que vous dites ? À mon sens, oui. À mon sens, quand on analyse les faits qui se sont passés le 16 octobre, dans un créneau très court de 40 minutes, en laissant ses traces, en éprouvant ce besoin irrépressible de revendiquer le geste, par le coup de téléphone, par la lettre, en prenant d'énormes risques, on se rend compte qu'il y a, encore une fois, une action qui est une pulsion, qui est une folie meurtrière qui se met en marche, qui est dans une espèce de fuite en avant dans l'assassinat. Et pour moi, seule une personne, toute seule, autonome, peut avoir accompli ça. Indépendamment du levier psychologique qui est derrière, qui nous aide à comprendre les choses. On n'est pas fou à plusieurs. On n'est pas fou à plusieurs. La thèse de la complicité, je suis encore une fois désolé de le dire, parce que j'espère quand même que la justice va réussir à apporter la deuxième clé à l'affaire Grégory. Elle va réussir à apporter une réponse finale à cette affaire. C'est ce qu'on attend tous. On espère tous que la justice arrive à clôturer ce dossier en désignant quelqu'un. Oui. Ceci dit, pour moi, c'est une gageure. C'est très, très compliqué. Et en même temps, vous dites, la personne qui a enlevé Grégory, de manière certaine, c'est Bernard Laroche. Non, je ne le dis pas, je le rappelle. C'est la justice qui le dit. Oui. Ce n'est pas moi qui l'affirme. La justice, en 1993, à l'issue de l'arrêt du président Martin, qui a succédé au président Simon, dans cet arrêt, il est clairement dit que, premièrement, Christine Villemin est à 100% innocente, aucune charge n'est retenue contre elle, mais à côté de ça, le magistrat, il écrit... Bien que l'intéressé soit décédé, il existe à l'encontre de Bernard Laroche des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Oui. Donc en langage juridique, ça veut dire, nous pensons que c'est bien Bernard Laroche qui a enlevé Grégory. Cette position, elle est réaffirmée en 2017. En 2017, les magistrats à Dijon disposent du rapport Anacrime de la gendarmerie, un rapport de 600 pages qui termine clairement par cette conclusion. Grégory a été enlevé par Bernard Laroche, accompagné de Muriel. Qui n'a pas assisté, Muriel n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté au meurtre proprement dit, mais elle était là pour l'enlèvement. Oui. Alors, ce qui est tout à fait important, colonel, c'est qu'il va y avoir, dans cette affaire,
on va dire, des perditions. Hein. Vous l'avez dit, on va accuser Christine Villemain d'infanticide, d'avoir tué son propre fils qu'elle aimait. Et cette folie-là va s'emparer de la justice avec aussi l'armada journalistique, la pression qui va se passer autour. Et vous allez être pris là au milieu, qu'à un moment donné même, la vengeance de Jean-Marie Villemain qui tue Bernard Laroche, on va même vous accuser, vous, d'en avoir été l'instigateur. Oui, c'est vrai. Parce qu'il fallait à un moment tout faire pour dénigrer notre travail, pour nous discréditer, pour nous déshonorer. Ça avait déjà été tenté un peu de temps avant en portant plainte contre nous pour subornation de témoins, c'est-à-dire en disant que nous avions manipulé, que nous avions quasiment moralement torturé Muriel pour qu'elle nous parle. On a eu une plainte contre nous qui était instruite, qui s'est terminée par un non-lieu, mais 3 ans après, confirmé en appel, confirmé en cassation. Donc il fallait aller jusqu'au bout. Tout était fait pour nous déshonorer, nous discréditer. Oui. Et là, cette histoire, lors de la mort de l'assassinat de Bernard Laroche, ça relève du même principe. Chercher à me discréditer davantage. Que vous l'aviez incité, au fond, à se faire justice, en quelque sorte. Alors que c'est tout le contraire. Moi, si j'ai un regret dans cette affaire, ce n'est pas d'avoir, écouté Jean-Marie Villemain. C'est de ne l'a pas suffisamment avoir entendu, de ne pas lui avoir suffisamment parlé, de ne pas avoir suffisamment pris la mesure de son abandon, de sa solitude, de voir à quel point il était au désespoir. Il avait perdu, à cause de lui, à cause de la haine qu'on voulait contre lui, il avait perdu son fils unique qu'il chérissait. Il voyait sa femme qui était mise en examen, alors qu'il n'a jamais eu le moindre soupçon à son égard. Et lui, il voyait la justice abandonner la piste de la personne dont il était convaincu de la culpabilité. C'est en plus que Christine Villemain venait d'apprendre qu'elle allait être accusée, que même certains experts allaient dire que c'était son écriture, celle du Corbeau, et elle a un malaise alors qu'elle est enceinte, elle est hospitalisée, donc sa vie est en danger. Donc il y a tout ce contexte, et puis pression journalistique aussi vis-à-vis de Jean-Marie Villemain. On a peine à imaginer la tempête, les tourments que ce couple a vécu durant les années 85-86, qui a failli aller jusqu'au plus grave. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Christine Villemain a été renvoyée devant les assises. Et heureusement, il a fallu que le système judiciaire se ressaisisse, constate que le dossier était vide, ne tenait pas debout, pour demander un supplément d'instruction à Dijon. Et à ce moment-là, tout est repris. Et on va rentrer dans le dossier un magistrat qui est l'opposé de Lambert. C'est le juge Simon. C'est le juge Simon. Mais si on revient un instant sur le juge Lambert, qu'est-ce qui explique cette attitude vis-à-vis de Christine Villemain? Ce qui est, à un moment donné, il ne veut voir que Christine Villemain coupable. Absolument. Il y a un moment... On a même dit qu'il était presque amoureux d'elle, où il y avait une fascination. C'est vrai qu'il a fait des confidences dans divers magazines qui étaient particulièrement déplacées. C'est vrai, il a écrit des choses qui étaient absolument inadmissibles de la part d'un magistrat. Le fait est qu'à un moment, il se trouve, il n'a plus d'autre solution que d'imaginer Christine Villemain coupable. Donc c'est la fuite en avant aussi dans ce sens-là, aidé par des journalistes et des policiers et des avocats qui sont derrière, des avocats dont la théorie c'est de dire ce n'est pas mon client, ce n'est pas lui, puisque c'est elle. Donc occupe-toi d'elle. Concentre tes efforts sur Christine Villemain et abandonne le reste. Tout le reste était mis à la poubelle. On va dire tout votre travail. Vous dites dans ce livre, c'est les 2 affaires Grégory. Donc la première, celle que vous aviez menée, avec toutes les expertises graphologiques, etc., tout ce qui mettait en cause, au fond, Monsieur Laroche, tout ça a été mis à la poubelle. Tout ça a été mis à la poubelle. Et il a fallu attendre 1993 pour que les magistrats à Dijon, finalement, nous donnent raison, montre qu'on était sur la bonne piste dès le 5 novembre 1984. Et donc, c'est un peu cette satisfaction. Mais quel gâchis pendant toutes ces années. Aujourd'hui, la justice nous donne raison. La justice dit que nous étions sur la bonne voie au bout de 15 jours d'enquête. Mais bon... 40 ans derrière, on en est toujours à se poser des questions. Mais quelle histoire pour finir sur le juge Lambert. Il va se suicider après avoir appris que les dossiers du juge Simon allaient être révélés. C'est vrai. Et il préfère se donner la mort. Ça va jusque-là, cette affaire. Et de façon particulièrement violente et dramatique.
comment on peut comprendre? C'est difficile de comprendre Jean-Michel Lambert. On l'a vu quand il s'est présenté au procès de Dijon en 1993, où tout le monde a constaté sa superficialité, son incapacité à expliquer ses décisions, son absence de mémoire. Ça a été quelque chose de phénoménal. Et à côté de ça, quand on voit que ce magistrat, aussitôt son affaire terminée, il s'est empressé d'écrire un livre pour faire parler de lui, il a quitté la magistrature, il espérait faire une carrière dans le journalisme. On se rend compte qu'il y a une faille. Il aime la gloire, il est très narcissique. C'est pour ça, raconter exactement. la reconstitution de l'assassinat de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain, il se comporte, dites-vous, comme un metteur en scène devant les photographes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, absolument. Lorsque, évidemment, tout ça est raconté, on dit, mais qui était Bernard Laroche, au fond? Qu'est-ce qui pourrait, vous dites, le profil du tueur est nécessairement une sorte de fou, psychopathe. Est-ce que Bernard Laroche pourrait coller à ça? Alors, vous racontez des choses qu'on ne savait pas forcément, que Bernard Laroche est né, sa mère est morte en lui donnant la vie. Il y a, dans cette famille, beaucoup, on parle de bâtards, on parle ça, c'est une chose qui revient. Il y a plusieurs bâtards qualifiés comme tels par les membres de la famille ou du clan. Oui, à une époque, vraiment, les Corbeaux sont focalisés sur les histoires de famille, réelles ou supposées. Donc, c'est vraiment au Monzé que tout est concentré. On cible les grands-parents Villemain, Monique et Albert. C'est eux qui reçoivent le maximum de coups de téléphone. C'est autour d'eux que vraiment tout se concentre sur eux. Mais à côté de ça, après, on voit l'évolution des activités du Corbeau vers Jean-Marie Villemain. Oui, mais au départ, ce sont des histoires de famille qui sont des histoires de famille. Alors, bâtard, ça veut dire qu'il y avait un premier enfant qui est né, qui était d'un autre père, et puis ensuite, il y a un autre enfant de cette famille, c'est ce que Michel, les Corbeaux veulent dire, qui est plus faible que les autres, qui est très proche de Bernard Laroche. Effectivement. Et il lui dit c'est presque son frère de lait, et qui lui-même est aussi qualifié de bâtard. Oui, ce sont des arguments qui sont faits pour monter les gens les uns contre les autres. C'était ça la volonté des Corbeaux. C'était vraiment créer la zizanie dans la famille, amener à ce que chacun soupçonne l'autre et donc créer une situation de tension et de division extrême. Oui. Au fond, on va se dire, colonel Étienne Sesma. Vous connaissez bien le dossier, félicitations. Lorsqu'il y a, et vous le dites, un seul auteur, est-ce que les autres auraient pu être totalement à l'écart? Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, si cet auteur est mort, est-ce que des gens vivants savent ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors certainement qu'il y a des gens qui en savent plus sur les activités du Corbeau, qui a été Corbeau et pourquoi et comment, ça c'est une chose. Mais pour ce qui concerne le meurtre, c'est pas évident. S'il y a quelqu'un qui a au fond de lui-même un gène, enfin un problème pathologique grave, quasiment une maladie psychopathologique qui l'amène à imaginer la mort d'un enfant, il n'est pas dit que ce soit partagé. Il n'est pas dit que, au contraire, les gens qui sont envieux ne partagent pas leurs sentiments. Les psychiatres le disent, c'est extrêmement difficile de mettre un doigt sur l'envie quand quelqu'un éprouve ce sentiment. Mais cette affaire est folle, parce qu'on parlait du juge Simon, qui va faire un travail remarquable, qui va reprendre le dossier, toutes les erreurs du juge Lambert au départ, qui va aller même jusqu'au bout lui-même, jusqu'à presque mourir. Il va y laisser sa vie, effectivement. Il va y laisser sa vie, lui aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et le juge, le président Simon, quel grand homme. C'est lui qui sauve la justice. C'est lui qui nous sauve tous. Parce que cette affaire aurait pu très bien, si ça avait été un autre magistrat moins courageux, peut-être que l'affaire serait partie vers un petit juge d'instruction qui aurait mené ça comme il le pouvait. Mais le président Simon, lui, s'est senti investi d'une mission qui était celle de prendre en compte le niveau excusez-moi. Le président Simon s'est senti investi d'une mission pour reprendre tout le dossier, compte tenu des enjeux qu'il y avait, compte tenu de la gravité de la situation. Il a réentendu, il a fait tout le travail qui n'avait pas été fait. et effectivement, voilà, il relève ce niveau de la justice. Mais il la sauve. le mal. Et là, les époux Villemain
Jean-Marie et Christine, vous avez gardé un contact avec eux? Depuis, après le procès de 93, j'ai repris contact avec eux. Vous savez, j'avais eu beaucoup de contacts avec eux au moment de l'enquête. En 1984, j'avais passé de longs moments avec eux parce qu'il fallait qu'on comprenne qui, dans leur entourage, familial, social, professionnel, pouvait leur en vouloir à ce point-là. Sachant que les experts nous disaient, attention, un corbeau, c'est jamais la personne que l'on imagine qui est ouvertement agressive à votre égard, qui agit. Un corbeau, c'est toujours quelqu'un qui a une double personnalité. Devant, il présente toutes les apparences de la bienveillance, de la compréhension, voire même de la générosité, et derrière, il agit. Le corbeau, il y a un côté un peu... C'est un côté un peu Dr Jekyll Oui. et Mr Hyde. Donc il fallait qu'on comprenne qui, dans leur entourage, même si ces personnes leur faisaient des grands sourires, qui pouvait leur en vouloir à ce point-là. Donc, il faut qu'ils ne puissent pas imaginer qui pouvait leur en vouloir à ce point. Voilà, c'est ça, et c'est ce qu'il fallait essayer de trouver. Et donc j'ai passé de longs moments avec eux à discuter. C'était un moment qui était assez terrible parce que Christine Villemain était complètement abattue, elle était complètement ailleurs. J'ai beaucoup discuté avec Jean-Marie. Donc moi j'ai toujours eu beaucoup de compassion pour eux, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie et de compréhension. Et aujourd'hui, comment sont-ils? Aujourd'hui, ils continuent de se battre. Hein. Ils ont réussi à refaire leur vie. Ils ont réussi à se reconstruire. Ils ont réussi à sortir de la tempête en étant aussi, aussi indemnes que possible, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Faut reconnaître que leur couple force l'admiration. Ouais. Aujourd'hui, ils ont eu 3 enfants. Ils sont grands-parents. Ils continuent de se battre parce qu'ils veulent absolument la vérité pour leur fils et pour eux-mêmes. Et je pense que nous leur devons cette vérité. Moi, je me bats pour ça. Je me bats pour Grégory, je me bats pour ses parents. Je veux que tout soit fait pour qu'on approche enfin cette vérité qui fuit depuis tant d'années. Oui. Est-ce que Jean-Marie Villemain est convaincu qu'il a tué l'assassin de son fils? Je ne sais pas. Peut-être que oui, je sais pas exactement. Oui. Mais aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'on va savoir? Aujourd'hui, Jean-Marie Villemain, avec ses avocats, il maintient la pression. Et vraiment, il pousse à la roue pour que les magistrats de Dijon continuent de tout faire pour avancer, continuent d'exploiter tous les progrès de la police technique et scientifique afin de faire parler les éléments matériels dont ils disposent. Et ils espèrent que cette pression pourrait finir par amener quelqu'un à libérer sa conscience, à parler. Oui. Mais ça, on l'espère depuis 40 ans. Le 17 octobre, le lendemain de la mort de Grégory, moi j'étais à la porte de la brigade de Bruyères et je disais, je ne comprends pas que quelqu'un n'arrive pas à libérer sa conscience. Je l'invite à parler. Ça voudrait dire que Il y a 40 on saurait déjà pour libérer sa conscience. Là, on avait parlé des époux Jacob, à un moment donné, ils étaient sous le feu des accusations. C'est vrai. Et ils font partie des complices potentiels désignés par la justice et par le rapport Anacrim. Oui. Donc cette affaire-là n'est pas refermée. Non, cette affaire n'est pas refermée. Le dossier il est toujours à l'instruction. L'affaire Grégory, ce n'est pas un cold case. C'est une affaire qui est toujours en cours. C'est une affaire, c'est pas le mystère absolu, contrairement à ce que certains racontent. C'est un dossier dans lequel on possède énormément de données, énormément de déclarations. On peut se faire une idée très nette de l'affaire Grégory. Qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque pour que cette affaire, qu'on puisse dire définitivement, voilà ce qui s'est passé, voilà qui a tué Grégory? Il manque le point final, c'est-à-dire avoir des éléments qui permettant de dire voilà là où les personnes qui ont tué Grégory. Pas seulement celui ou celle qui l'ont enlevé, mais celui ou celle qui l'ont tué. Oui. Et vous dites peut-être qu'on ne saura pas, peut-être qu'on est dans une impasse, mais que si on a une approche non plus judiciaire, mais plus historienne, entre guillemets, une approche dégagée de la volonté de présenter quelqu'un devant la justice. La justice, elle a des contraintes, elle ne travaille pas n'importe comment. L'historien, lui, il prend tout ce qu'il veut, il prend tout ce qu'il peut, tout ce qui est à sa disposition. Et quand on dispose de tout, eh bien, on arrive peut-être à toucher cette vérité. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ces derniers pavés à la vérité. Je me dis que par une analyse à rebours, en repartant des faits... Pardon, je me dis qu'en faisant une analyse... Excusez-moi. Non, je vous en prie.
Moi, je me dis aujourd'hui qu'en faisant une analyse à rebours, Attends, les reprenez, parce que repense sur monsieur, Oui. sur le colonel, oui. je me dis qu'en faisant une analyse à rebours, en repartant des faits du 16 octobre, vraiment c'est une des singularités de l'affaire Grégory, eh bien on arrive à, comment dire, à des analyses qui nous permettent de toucher cette vérité. Merci beaucoup, colonel SSMA. C'est Et moi en qui tous vous les cas, remercie. quelle affaire. Quelle affaire, oui. Non, mais quelle affaire. Mm. C'est unique. C'est vrai, une affaire unique. On parlait au tout début de cet entretien de la découverte du corps de ce petit garçon. Comment vous imaginez que là, on est 40 ans après et qu'on en est encore On en a là? encore à en parler. Ouais. Qu'elle est toujours d'actualité, effectivement. Vous pensez à ce visage souvent? Il vous revient, le Oui, visage de ce très petit souvent. garçon? Oui, je repense souvent à Grégory. Ouais. Oui, c'est pour ça que je me bats. Je me bats pour lui, je me bats pour ses parents, je me bats pour qu'on approche le plus possible de la vérité, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Colonel Estelle Sesma, c'est un témoignage exceptionnel que vous venez de nous livrer. Les derniers pas vers la vérité, votre livre est donc publié aux presses de la Cité, les deux affaires Grégory. Merci beaucoup, colonel. C'est moi qui vous remercie.